Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, mon nom est Mélodie Joseph et je suis autrice de fantasy. Mon premier roman, La Respiration du ciel, qui est le premier tome d'une série de fantasy appelée La Semeuse de vent, est sorti en février au Québec. Sur cette chaîne YouTube, j'aime parler de mes lectures, mais aussi vous présenter les coulisses de mes romans. En ce moment, je suis en train de corriger le tome 3 et je suis aussi en train de planifier le tome 4, qui sera le dernier de la série. Je vous prépare d'ailleurs plusieurs vlogs sur l'écriture et la planification du tome 4, parce que cette planification n'est pas très facile. Mais ce travail que je suis en train d'accomplir sur le tome 4 m'a fait penser à la question suivante. Comment améliorer la fluidité d'une histoire? Comment créer un enchaînement d'événements plus logique, plus cohérent et plus naturel dans une histoire? C'est une question que je me pose souvent, surtout quand je suis en train de planifier un roman. Au fil des années, j'ai appris quelques techniques pour y arriver et je me suis dit pourquoi ne pas en parler en vidéo? Ça me semble un bon sujet de vidéo, donc c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Première technique, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce conseil, en tout cas j'ai l'impression de l'avoir déjà donné sur cette chaîne YouTube, mais je pense qu'il vaut la peine d'être réitéré et ce conseil c'est le suivant. Cause-conséquence. Pour améliorer la fluidité d'une histoire, il faut revenir aux bases. Une histoire est normalement une succession de causes-conséquences et pas juste une succession d'événements. En d'autres termes, quand on pense à une histoire, on ne devrait normalement pas penser à quelque chose comme Julie a soif et Julie boit de l'eau et le téléphone sonne et Julie sort de chez elle. Ça ne ressemble pas trop à une histoire, on est d'accord. Généralement, une histoire, ça ressemble plus à quelque chose comme Julie a soif, donc elle se sert de l'eau, mais son téléphone sonne et elle apprend qu'elle doit sortir de chez elle. Par conséquent, elle sort de chez elle. Donc généralement, une histoire, c'est une succession de causes-conséquences. Quelque chose arrive parce que quelque chose d'autre est arrivé, ce qui entraîne quelque chose d'autre. En gardant à l'esprit ce concept de causes-conséquences quand on écrit ou quand on planifie ou quand on corrige un roman, on peut facilement améliorer la fluidité d'une histoire. Moi, l'une des premières choses que je regarde quand je corrige un roman, c'est si mes causes-conséquences fonctionnent et s'il y en a assez. S'il n'y en a pas assez, j'en rajoute. Je fais de mon mieux pour lier les différents éléments de mes histoires les uns aux autres pour qu'ils s'enchaînent de manière plus logique et plus naturelle. Pour faciliter la mise en place de ces causes-conséquences, il existe deux techniques littéraires qui sont très utilisées. La première est le fusil de Tchekhov et la deuxième est le foreshadowing. Je vais commencer par vous expliquer le fusil de Tchekhov et ensuite je vous parlerai du foreshadowing. Le fusil de Tchekhov est un procédé littéraire qu'on attribue à Anton Tchekhov, un dramaturge russe, et c'est le concept selon lequel tous les éléments présents dans une histoire devraient avoir une utilité ou un but. Les détails qui ne sont pas absolument nécessaires au développement d'une intrigue devraient être supprimés. Dans une lettre adressée à un autre dramaturge, Tchekhov écrit ceci. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. Si le fusil n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Est-ce que vous voyez la connexion avec le concept de cause-conséquence? Dans le château de Hurle de Diana Wynne-Jones, au début de l'histoire, on apprend que Sophie, le personnage principal, travaille dans une boutique de chapeaux et que Sophie adore raconter des histoires aux chapeaux pendant qu'elle fabrique les chapeaux. Pendant qu'elle travaille sur un chapeau couleur champignon qui est pas très beau, elle lui dit qu'il a un cœur en or et qu'une personne haut placée va tomber amoureuse de lui. Peu de temps après, une personne haut placée tombe vraiment amoureuse du chapeau couleur champignon. C'est présenté dans l'histoire de manière un peu anodine, c'est un peu comme une blague. Plusieurs pages plus tard, à la fin de l'histoire, on apprend que Sophie est en fait une sorcière super puissante qui peut influencer le destin des objets juste en parlant. Et là, on se rend compte que ce détail anodin qui était présenté au tout début du livre, donc Sophie qui parle au chapeau champignon et change son destin, était en fait super important. C'était pas une coïncidence si le chapeau champignon était acheté par une personne haut placée après que Sophie ait dit qu'il va être acheté par une personne haut placée. C'était Sophie qui utilisait ses pouvoirs. Donc vous voyez à quel point cet enchaînement est naturel à la fin de l'histoire quand on apprend que Sophie est une sorcière puissante, puisqu'on l'a vue à l'œuvre sans s'en rendre compte. On l'accepte beaucoup plus facilement. J'ai trouvé un autre exemple d'utilisation du fusil de Tchekhov dans la série Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Dans cette série, les personnages voyagent à bord de bateaux. Un des personnages de l'histoire, qui s'appelle Ambre, dans le premier tome de l'histoire, ce personnage fait un trou dans le sol d'une cabine afin de pouvoir accéder plus facilement à son matériel. Ce trou est très souvent mentionné dans l'histoire et dans les livres qui suivent sans raison apparente. Et dans le livre 3, à la fin du livre 3,
Il s'avère que ce trou est la seule manière pour les personnages de quitter la pièce où ils se trouvent alors que le bateau prend feu. Tout comme le fusil de Tchekhov qui prend son utilité une fois qu'il est utilisé pour tirer une balle, le trou d'ambre prend son utilité une fois que les personnages l'utilisent à la fin de l'histoire pour se sauver. Donc on comprend bien ici cette idée de cause-conséquence améliorée par l'utilisation d'éléments laissés dans le roman de manière plus ou moins astucieuse. La technique du fusil de Tchekhov est très liée à celle du foreshadowing dont je vais maintenant vous parler. Le foreshadowing peut être traduit par présage. Littéralement, ça veut dire l'ombre qui précède. Ce que je trouve très joli. Je trouve que c'est une image très jolie. Je pense que le fusil de Tchekhov est une sorte de foreshadowing. On appelle foreshadowing tous les éléments qu'un auteur va laisser dans son texte pour annoncer subtilement au lecteur ce qui va arriver dans l'histoire. Le foreshadowing peut être très évident et selon moi, le fusil de Tchekhov est un foreshadowing très évident puisque c'est littéralement un objet qu'on place dans l'histoire ou une situation ou quelque chose d'assez évident en fait qu'on place dans l'histoire pour amener quelque chose d'autre. Mais le foreshadowing peut aussi être beaucoup plus subtil. Par exemple, et là je vous ai créé tout un scénario comme exemple, donc accrochez-vous. Par exemple, imaginons le cas d'une histoire où les ombres des gens prennent vie, prennent conscience et décident d'attaquer les êtres humains et de prendre le contrôle du monde. Un peu comme dans cet épisode de Martha Mystère, si vous regardez ce dessin animé dans le temps. Bien avant que les ombres ne se mettent à attaquer les gens, il est possible de faire du foreshadowing et de suggérer au lecteur ce qui va arriver. Et on peut faire ça juste avec une description. Par exemple, on pourrait décrire les ombres au début de l'histoire d'une manière un peu inquiétante, en disant quelque chose comme « Les ombres des habitants de la ville semblaient menaçantes dans la lumière du crépuscule ». Cette phrase peut être lâchée de manière complètement anodine en plein milieu d'une description. Les lecteurs, en lisant cette phrase, ne vont pas tout de suite comprendre que « Oh, les ombres vont attaquer les gens ». Enfin, ceux qui sont attentifs et qui ont lu le résumé au dos du livre, peut-être qu'ils vont tilter en lisant cette phrase. Mais cette phrase ne révèle pas au lecteur que les ombres vont prendre vie. Mais 10 chapitres plus tard, quand les ombres prennent vraiment vie et attaquent vraiment les gens, les lecteurs pourront se référer à cette description et réaliser que l'attaque des ombres était prévue depuis le début, que l'auteur avait tout prévu et que l'auteur avait même laissé des indices au lecteur pour qu'il puisse réaliser ce qui allait se passer. J'adore ce genre de foreshadowing parce que quand moi je lis un livre et que je remarque ce genre de foreshadowing, ça me met en confiance. Je me dis à ce moment-là, ah ok, l'auteur sait ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que j'aime perso beaucoup utiliser ce genre de foreshadowing et j'aime beaucoup lire et remarquer ce genre de foreshadowing. Quand on écrit de la SFF, il faut pouvoir transporter les lecteurs dans un autre monde. Et on doit leur faire avaler beaucoup de choses complètement folles. Donc ça peut être difficile de conserver la suspension d'incrédulité des lecteurs. C'est pour ça que des techniques comme le fusil de Tchekhov ou le foreshadowing peuvent être très utiles. Je pense qu'on peut faire croire à des lecteurs absolument n'importe quoi, du moment que c'est bien amené et que l'histoire est engageante. Quand je lis un livre et que les événements sont pas bien liés les uns aux autres, j'ai plus de temps pour m'arrêter et me dire ça n'a pas de sens ça. Mais si les événements s'enchaînent rapidement, les uns à la suite des autres, de manière fluide et naturelle, j'ai moins de temps pour réfléchir à ce que je suis en train de lire. Donc j'ai tendance à plus croire ce que je suis en train de lire. Maintenant, toute bonne technique a ses limites. Le fusil de Tchekhov notamment est un procédé littéraire qui a déjà été critiqué et dont on s'est déjà moqué. Hemingway, notamment, dans son essai qui s'appelle The Art of Short Stories, s'est un petit peu moqué du fusil de Tchekhov. Il dit notamment qu'un fusil dans une histoire peut très bien être présent et jamais utilisé. Un fusil peut tout à fait être là, juste pour être là, juste parce que l'auteur avait envie de placer un fusil là. En fait, quand il dit ça, il se moque de l'idée que tous les éléments d'une histoire doivent absolument servir le déroulement d'une histoire. Et il est vrai que transformer tous les éléments d'une histoire en indices sur ce qui va se passer après rend l'histoire assez prévisible. Les lecteurs ne sont pas stupides et si un auteur s'attarde très longuement sur certains détails, les lecteurs vont vite comprendre que c'est parce que ce détail va être important pour la suite. Tout cela pour dire que le fusil de Tchekhov et le foreshadowing sont des techniques super utiles et qui peuvent beaucoup nous aider à améliorer la fluidité d'une histoire, mais c'est des techniques qu'il vaut mieux utiliser avec parcimonie parce que les lecteurs sont habitués à voir ces techniques et à
et sont habitués à les reconnaître. Et donc, ces techniques peuvent facilement rendre une histoire prévisible. Selon moi, la meilleure manière d'améliorer un texte reste de se concentrer sur les personnages. Avec des personnages actifs qui prennent souvent des décisions importantes, on peut obtenir le schéma suivant. Tel personnage pose une action, ce qui entraîne quelque chose. Le personnage réagit à cette conséquence, ce qui entraîne quelque chose d'autre. Et là, le personnage réagit encore, ce qui entraîne quelque chose d'autre, etc., etc. Un récit comme ça qui est basé sur les actions des personnages, en anglais, on appelle ça un récit qui est character driven, donc c'est-à-dire qu'il est conduit par les personnages, dirigé par les personnages. Quand ce sont les personnages qui provoquent les événements deviennent beaucoup moins prévisibles parce que tout va dépendre des réactions des personnages, tout va dépendre donc de la personnalité des personnages. Donc moi, quand je planifie ou quand je corrige une histoire, je me concentre beaucoup sur les personnages. J'essaye de créer le plus de causes-conséquences possible et j'essaye de pousser mes personnages à prendre le plus de décisions possibles. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous avez des choses à dire sur ce que je viens de présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans l'espace commentaires en bas. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde.